Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, peut-être avez-vous trouvé sous le sapin un recueil de contes de fées. Mais avons-nous toujours envie de propager ces récits qui glorifient la force physique, les peaux blanches et dans lesquels les femmes sont au pire des proies, au mieux des trophées? C'est Charlotte de Cocker qui pose la question. On va la lui poser, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaires. Aujourd'hui, à un jour près, les 130 ans de la dégradation du capitaine Alfred Dreyfus dans la cour de l'école militaire à Paris. Évidemment, cela fait référence au programme d'histoire. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier, direction la cité éducative de Grigny, dans l'Essonne, autour du projet bâtisseur de récits, projet conçu avec le Learning Planet Institute. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Charlotte de Cocker, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonne année. Vous aussi, merci. Voilà, et bonne année à vous toutes et à vous tous. On est ravis de vous retrouver sur School TV. Vous êtes journaliste, vous produisez et vous animez Week-end Première, c'est la matinale du week-end sur la première chaîne de nos confrères de la RTBF, c'est en Belgique. Et vous êtes l'autrice de Tout sauf charmant. Vous avez quand même rajouté un point d'interrogation. Les illustrations sont de Lucie Luxor et ça vient de sortir aux éditions Mango. C'est un essai à la fois érudit, drôle, extrêmement enlevé, qui passe en revue 10 des plus célèbres contes de fées. Mais avant de commencer, vous avez failli devenir prof de latin? C'est vrai, oui. Mais c'était ma passion. Bon, comme quoi, ma passion pour les textes anciens ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça me fascinait de ce contact avec ce langage où les mots ne sont pas tous dans le même ordre qu'en français. Et puis, l'étymologie, c'est vraiment une passion qui ne m'a pas quittée, c'est vrai. Voilà, et on en retrouve un petit peu d'étymologie dans ce livre-là. On va justement commencer par un mot de définition. C'est quoi un conte? En quoi ça se distingue d'un mythe, d'une légende? C'est quoi la particularité? D'abord, il faut savoir que ça vient du verbe compter, c'est évident, mais il faut se le rappeler, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est que c'est une littérature orale, en fait. Et l'oralité est très, très importante. C'est surtout des récits qui se sont propagés donc, par des gens, souvent des femmes d'ailleurs. Et alors, on dit aussi conte de fées, alors qu'il n'y a pas souvent des fées dedans. Mais fée, dans le mot conte de fée, c'est pas forcément une petite dame. Une fée, exactement. Oui, j'ai appris ça en vous lisant. Oui, ça veut juste dire qu'il y a du merveilleux dedans. C'est ça. Par exemple, dans Le Petit Poucet, les bottes sont fées. Ce sont des bottes qui sont magiques et qui lui permettent d'avancer plus vite. Dans Barbe Bleue, la clé est une fée parce qu'elle est magique et elle dénonce la femme de Barbe Bleue qui a été dans la pièce dans laquelle elle ne devait pas aller. Et donc ça désigne la présence du merveilleux dans les récits, mais pas donc on pourrait dire des contes merveilleux plutôt que les contes de fées. Ça veut dire exactement la même chose. Des contes qui, par ailleurs, du moins quand ils sont inventés, qu'ils commencent à se diffuser, ne sont pas nécessairement destinés aux enfants. Non. Voire quand on vous lit, on se dit qu'il vaut mieux pas du tout raconter de contes aux enfants. Mais même les contes de Perrault qui ont l'air d'être pour les enfants, si vous les lisez pour de vrai, c'est hyper trash. Il se passe vraiment des choses assez horribles. Des parents qui abandonnent leurs enfants, des enfants qui se font dévorer. Déjà, c'est des histoires qui sont quand même assez violentes. Mais oui, bien sûr, c'était les adultes qui se divertissaient comme ça le soir. Bon, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les séries. Et puis, les réseaux sociaux. Oui, et il n'y avait pas non plus grand monde qui savait lire. Ouais. Et donc, en fait, on se transmettait les histoires par la parole, souvent le soir. Et ça avait déjà une fonction un peu cathartique. Avant de s'endormir, se raconter des histoires qui font un petit peu peur, mais pour évacuer justement ces peurs, peur de l'inconnu, peur de la forêt, peur de ne plus être aimé, peur de perdre ses parents. Ça parle beaucoup de ça en fait, les contes. Autant de peurs universelles, vous citez plein de gens dans le bouquin, c'est un livre, je dis, extrêmement érudit, notamment Jung, le psychiatre, qui disait que ce sont des récits archétypes qui dessinent un inconscient collectif de l'humanité. C'est la raison pour laquelle ça existe depuis aussi longtemps? Oui, et c'est la raison aussi pour laquelle les mêmes récits peuvent se retrouver dans plein d'endroits du monde, cultures et des endroits du monde différents. Il y a des chercheurs que je trouve absolument héroïques qui se sont amusés à retracer les traces, par exemple, de Cendrillon dans le monde. Alors on en trouve en Égypte au 1er siècle avant Jésus-Christ, on en trouve en Chine au 9e siècle. Et alors parfois, on peut vraiment retracer le chemin de ces contes d'un pays à l'autre, et parfois pas. Et donc deux raisons possibles. Soit on n'a pas réussi à retrouver les traces entre les deux villes, soit ces récits sont apparus à différents endroits du monde au même moment ou à des moments différents, mais ça dessine effectivement des peurs universelles et aussi des envies universelles, envie d'être aimé,
aimé, qui effectivement... Alors Jung parlait d'inconscient collectif, en tout cas, moi je pense que ça nous prouve aussi qu'on partage des choses entre êtres humains. Et qu'il y a une humanité, ça raconte notre humanité. Oui, et notre humanité qui est faite aussi de nos failles, mais c'est pour ça aussi qu'on est intéressant, c'est parce qu'on a des failles. Alors vous le dites, Égypte au 1er siècle avant notre ère, ça remonte à très loin, vous donnez un certain nombre de sources, mais le vrai âge d'or du conte, j'allais dire contemporain, ce qu'on raconte aujourd'hui, ça commence plutôt avec les frères Grimm, avec Perrault, c'est un peu plus tard quand même. Plutôt 16e, et surtout 17e, quand on commence à les écrire, il faut que Gutenberg soit passé par là. C'est ça, exactement, et 19e aussi. Il y a même un moment où dans les salons en France, c'est vraiment la littérature à la mode, mais à la base, c'est plutôt une littérature créée par des femmes, les précieuses, les fameuses précieuses ridicules. Les ridicules selon Molière. De Molière, qui étaient ridicules uniquement parce que c'était des femmes qui pensaient et qui voulaient écrire, ce qui était tellement grave à l'époque pour une femme de se piquer de littérature et même d'être un peu intelligente. Non, c'est un peu dramatique, mais voilà, on les appelait les précieuses. Et Perrault, quand il écrit ses contes, il faut quand même préciser qu'il est très vieux. Il a eu toute une carrière d'académicien. Principalement, il a écrit des biographies d'hommes célèbres. Et à la fin de sa vie, il se dit « Oh punaise, ça marche quand même vachement bien, les contes. » Sa nièce en produisait beaucoup. Et donc, il produit ce recueil. Et en fait, c'est pour ça qu'on se souviendra de lui et pas pour ce qu'il estimait la matière noble, les biographies d'hommes célèbres. Toute une partie des stéréotypes que vous démontez, des petites histoires secrètes que vous nous racontez. Alors, ce qu'il faut que je dise, non, parce que quand même, je présente les choses effroyablement mal. Je vous trouve très très sympa comme consoeur de ne pas me le faire remarquer. C'est que chaque chapitre commence, et c'est un des moments les plus rigolos à chaque fois, par le conte d'à peu près, alors je suis le nom de l'auteur, d'à peu près Grimm, d'à peu près Perrault. Ouais. Vous vous êtes réapproprié les histoires originelles pour les raconter, mais on les racontait dans le langage d'aujourd'hui. Donc ça, je le dis, c'est un vrai plaisir de lecture. Il ne faut surtout pas que vous vous en priviez. Ensuite, ce dont on se rend compte en lisant les explications que vous nous fournissez, c'est que pour certains contes, Disney est passé par là, massivement. Alors à la fois, ça fait qu'on connaît les histoires, mais on ne connaît pas la bonne. Alors, vous commencez d'abord par Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige, alors ce qui est très particulier, c'est que quand même, Blanche-Neige, début du XXe siècle, et du coup, la Blanche-Neige, elle est complètement... C'est vraiment une femme domestique. Si vous voyez dans le Disney, la scène la plus longue du film, c'est Blanche-Neige qui fait le ménage. Et elle ne se contente pas de faire le ménage, elle est très heureuse de le faire. Elle prend l'initiative. Elle arrive chez les nains, elle dit « Oh là là !» Mais c'est un peu le bazar, effectivement. Et elle se dit « Tiens, en les attendant, je vais faire le ménage et tout. » Et puis c'est formidable, tous les oiseaux viennent l'aider, elle est heureuse, elle chante. Bon, gros stéréotype sur la nature profonde des femmes, mais gros stéréotype aussi sur la nature profonde des hommes qui seraient incapables de tenir une maison, incapables d'être propres, parce qu'après elle va même les laver, les nains. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais voilà, elle décide qu'ils sont un peu sales et qu'ils doivent se laver. Ça les réjouit, et elle aussi d'ailleurs. Et ils sont très contents. Hein. Et d'ailleurs, il y a un des nains qui essaye de lui voler un baiser aussi à Blanche-Neige, ça on s'en souvient un peu. On appelle une agression sexuelle quand même en bon français. Exactement, exactement. Bref, c'est vrai que les Disney de la première période Disney sont vraiment remplis de ce genre de stéréotypes et puis raccourcissent un peu les histoires. Par exemple, dans Blanche-Neige, effectivement, la scène du ménage est très longue, mais par exemple, la belle-mère de Blanche-Neige, dans le conte original, elle a plein de manières d'essayer de la tuer. Là, il y a juste la pomme. Enfin, voilà, c'est... très adapté. Sachant en outre que vous dites que le conte de Grimm semble plus avancé, notamment sur le féminisme et sur les stéréotypes, que la version de Disney. Oui, et même plus adapté. Oui. Parce qu'en fait, par exemple, sur la question du ménage, c'est aussi pour ça que j'en parle, en fait, dans le conte des frères Grimm, il décide, par un pacte qu'il conclut entre les nains et Blanche-Neige, que Blanche-Neige va s'occuper du ménage et de la cuisine, mais en échange de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'elle se réfugie chez les nains, ils discutent, et puis elles lui disent « Écoute, est-ce que ça te dit de rester avec nous ? Mais donc en échange, tu feras quand même ta part des tâches domestiques. » Et elle dit « Oui, c'est une transaction. » Bon, voilà, aucun problème. Et elle ne fait pas ça parce que c'est dans sa nature de faire le ménage. Sur la question du prince charmant aussi, dans le Disney, parce que c'est ça aussi, il y a un baiser non consenti. En tout cas, le prince voit le cadavre de Blanche-Neige. Bon, on peut quand même s'interroger sur ce type qui tombe amoureux d'un cadavre. Mais voilà, il se dit « Oh, elle est si belle, je vais l'embrasser. » Bon, alors que dans Disney n'était pas du tout obligé de faire ça, parce qu'en fait dans le conte de Grimm, en fait, il tombe quand même amoureuse de cette fille qui apparemment est morte, mais il emporte le cercueil et en fait
il est un peu maladroit. C'est le mouvement qui fait, elle tombe. Il laisse tomber le cercueil à un moment et la pomme se décoince et elle revient à elle et elle accepte le baiser. Ce qui en plus est une explication pour le coup pas du tout merveilleuse et extrêmement rationnelle. Non, oui. D'abord, je vous raconte l'histoire telle que vous ne la trouverez jamais dans les livres pour enfants, mais toujours basée sur une version originale. Ensuite, je vous dévoile ses petits et grands secrets. C'est tout sauf charmant le jeu. C'est le jeu de Charlotte de Cocker qui vous donne un petit peu la règle du jeu JEU de ce livre absolument formidable, illustré par Lucie Luxor, qui vient de sortir chez Mango. Charlotte de Cocker qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonne année. Également. Année nouvelle également pour l'Anti-Sèche, cette chronique qui fait rimer justement ce qui se passe dans l'actu et les programmes. Programme d'histoire aujourd'hui, ouais. Actu qui est plutôt une commémoration. On revient 130 ans en arrière, on évoque l'affaire Dreyfus à un jour près, puisque c'était le 5 et non le 6 janvier. Le capitaine Alfred Dreyfus est solennellement dégradé dans la cour de l'école militaire à Paris. Ce qui propose un petit rappel des faits, justement. L'affaire Dreyfus qui a débuté comme une banale affaire d'espionnage dans les années 1894 avec la découverte en septembre d'un bordereau contenant des secrets militaires adressés à l'ambassade allemande. Le capitaine Alfred Dreyfus, âgé de 35 ans, issu d'une riche famille juive d'Alsace, est donc accusé d'en être l'auteur sur la foi d'une analyse graphologique donc de son écriture. Sur la foi, voilà. Effectivement. Il est donc arrêté le 15 octobre 1894 sous l'inculpation de haute trahison. Des fuites donc permettent aussi à la presse de révéler cette affaire à tous les lecteurs, à commencer par un journal antisémite, et notamment qui s'appelle La Libre Parole d'Édouard Drummond. Et puis on a le grelot également du 11 novembre 1894 qui véhicule déjà à l'encontre du prévenu tous les stéréotypes en fait d'un antisémitisme qui était bien ancré dans l'opinion publique. La presse dans son ensemble va d'ailleurs s'emparer en fait de cette affaire. Le Petit Parisien va en illustrer notamment les moments lorsqu'il va y avoir ce procès. Pour les grands quotidiens nationaux, la culpabilité tout simplement du capitaine ne fait aucun doute. Il est donc tout simplement le 5 janvier 1895 condamné au bagne à vie pour haute trahison et espionnage au profit de l'Allemagne. Il y a d'ailleurs cette citation, ce qu'on peut lire dans le compte-rendu qui a été fait dans le journal du matin. Dreyfus n'a exprimé aucun regret, fait aucun aveu malgré les preuves irrécusables de sa trahison. Il est donc parti pour l'île du Diable en Guyane. Alors, en France, tout le monde croit à sa culpabilité, excepté sa femme ou encore son frère, qui vont tout simplement remuer ciel et terre pour sa libération. Et une année plus tard, on a un lieutenant qui va justement découvrir en fait que l'auteur de ce manifeste n'est tout simplement pas Alfred Dreyfus, du bordereau, effectivement, c'est Charles Valsin Esterhazy. Et il a fait part justement notre bon commandant, cette info à l'état-major. Colonel, c'est Picard, bon, c'est Georges Picard. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne l'a cru. Ouais. Et donc, en octobre 1896, le colonel Henry des services secrets a donc décidé d'écarter ses soupçons. Il produit un nouveau bordereau, mais ce dernier, tout simplement, était faux. Et entre-temps, la famille va faire appel aux journalistes. C'est toute une histoire qui va donc arriver pour faire en sorte que Dreyfus se soit tout simplement remis en liberté. Voilà, au journaliste Bernard Lazare. Chacun prend son parti. L'affaire prend vite un tour extrêmement politique. Vous avez raison de souligner le fait que massivement la presse est anti-Dreyfusarde. Parce qu'on a tous en tête Zola, J'accuse, etc. Mais en fait, quand même, l'opinion est massivement contre Dreyfus. Tout à fait. On a d'un côté ceux qui, effectivement, croient au principe d'équité. C'est-à-dire que Alfred Dreyfus doit avoir tout simplement un procès. On appelle ça donc les Dreyfusards. Ce sont des pacifistes de gauche, des idéalistes de droite. Il y a Charles Péguy notamment. Et puis de l'autre, on a donc les anti-Dreyfusards qui considèrent que l'intérêt national du pays passe avant le droit de la personne, notamment face à l'ennemi qui cite héréditaire, donc l'Allemagne. Il n'est pas question tout simplement de porter atteinte à la morale de l'armée. Il n'y a donc pas de procès pour eux. Le 23 janvier, et vous l'avez dit, 1898, on a donc tout simplement J'accuse, signé par l'écrivain Émile Zola, avec les mensonges qu'il raconte, les compromissions des autorités. On se souvient tous justement de ce J'accuse. L'auteur va donc s'exiler en plus pour ne pas être emprisonné. Dreyfus revient du bagne, il est de nouveau jugé, condamné à 10 années de prison et puis il a été gracié par le président de la République. Le dénouement a eu lieu en 1906 avec sa réhabilitation par la Cour de cassation. Une affaire dont le cinéma s'est également beaucoup emparé. Il y a eu le film de Roman Polanski il n'y a pas très longtemps. J'accuse, tout simplement, qui est sorti en 2019.
c'était une adaptation du roman de Robert Harris, le roman D, sorti en 2013. J'accuse qui fait référence donc justement à cet article d'Émile Zola. Il avait reçu lors de la 45e cérémonie de César, justement, le César de meilleur costume, meilleure adaptation et meilleur réalisateur. On avait au casting Jean Dujardin, Louis Garrel ou encore Emmanuel Seigné. Et puis l'été dernier. Et puis le départ quand même d'Adèle Haenel qui donne naissance, qui acte le mouvement MeToo dans le cinéma. Mais enfin, il y avait un casting assez spectaculaire. Et puis on a eu l'été dernier, plus proche de nous, là aussi, une pièce de théâtre, ça s'appelait Les Téméraires, c'était à la Comédie Bastille. Comédie historique, là aussi, qui nous ramène dans le temps de l'affaire Dreyfus, entre Émile Zola et Georges Méliès. Donc ça fait encore parler, ça fait l'actualité, on peut encore le voir sur les planches. Merci beaucoup. Et sur cette époque, je vous suggère une petite visite au Champ Libre à Rennes, puisque les archives Dreyfus avait été remise au musée de Bretagne. Vous avez également toute une zone du musée d'art et d'histoire du judaïsme qui présente des documents intéressants. Et puis il y a, on en parlait avec Charlotte de Cocker juste avant le début de cette émission, le podcast de Philippe Collin, grand auteur de podcast de France Inter, qui est sorti il y a quelques semaines sur Dreyfus. Merci beaucoup pour cette première anti-sèche de l'année, cher Guillaume, Charlotte de Cocker, que l'on retrouve dans quelques instants, tout sauf charmant, point d'interrogation. Enfin bon, vous verrez qu'il est un petit peu pour faire plaisir, le point d'interrogation, il n'y en a pas beaucoup. C'est aux éditions Mango, les illustrations sont de Lucie Luxor, c'est le grand oral. Charlotte de Cocker, dans les mythes que vous déconstruisez, alors il y en a un qu'on a pas mal travaillé dans cette émission, à partir du livre de Lucille Nova, c'est Le Petit Chaperon Rouge, dont vous confirmez tout à fait ce qu'elle disait. C'est vraiment la culture du viol qui se diffuse à travers ça. Oui. Alors il y a beaucoup de versions du Petit Chaperon Rouge. Déjà. Mais par contre, la version de Perrault, c'est absolument dramatique parce que c'est vraiment la petite fille qui est responsable de ce qui lui arrive. Voilà. Parce qu'elle est habillée en rouge. En gros, c'est un peu une dévergondée, quoi. Puis elle l'a cherché. Elle l'a bien cherché. Elle va toute seule dans la forêt. En plus, alors qu'on lui a dit de pas y aller. On lui a dit de pas y aller. En plus, elle passe pas par le bon chemin. Elle accepte de suivre le loup. Franchement, si elle se fait bouffer, parce que dans Le Petit Chaperon Rouge de Perrault, elle se fait bouffer. Ça finit très mal. C'est de sa faute, en fait. Et c'est ça, parce qu'il y a une moralité à la fin de chaque conte de Perrault. Et il dit, si elle n'avait pas été aussi curieuse, il ne serait rien arrivé. Et donc la solution, c'est d'éduquer les petites filles. Ah oui, c'est pas d'expliquer aux grands méchants loups ou aux garçons qui savent pas se comporter. C'est quand même c'est vraiment, on est en plein dans la culture du viol, quoi. On est c'est la faute de la fille. Et d'ailleurs, il faut préciser aussi que Perrault ne faisait aucun mystère sur le fait que le loup est une métaphore pour parler de l'homme, puisqu'il dit à la fin, il est des loups d'apparence bien plus amène et qui attendent les jeunes filles au détour des rues. Donc c'est sans ambiguïté. Voilà, c'est sans ambiguïté. On sait très bien qu'on parle des hommes. Et effectivement, lui, la solution qu'il propose, c'est d'éduquer les jeunes filles, et d'ailleurs c'est à elles qui s'adresse, et pas du tout de dire aux garçons, attention, laissez tranquille les petites filles, sinon vous allez vous faire bouffer aussi. Et après il faut ramer pour expliquer les choses un petit peu autrement. Dans les contes sur lesquels j'ai appris plein de choses, tous bien sûr, mais La Belle et la Bête, la toute première version est écrite par une femme, Gabrielle Suzanne de Villeneuve, qui vit au début première moitié du XVIIIe siècle. C'est une de ces fameuses précieuses dont je parlais tout à l'heure. Et alors vous dites que les femmes aussi écrivaient des contes, mais on les a toutes oubliées. Oui, l'histoire les a oubliées. Il y avait aussi Madame d'Aulnoy, et c'est d'ailleurs à elle qu'on doit le nom Prince Charmant, c'est à elle qu'on doit aussi le nom Conte de Fées. Mais l'histoire les a oubliées, Perrault les a éclipsées. Il faut expliquer aussi que les contes qu'elles écrivaient étaient beaucoup plus longs. Perrault, rendons à César ce qui appartient à César, il a eu la bonne idée de les faire courts, de rajouter les moralités et d'ajouter des illustrations. Et c'est vrai que c'était un outil marketing formidable, et voilà. Ok, bon marketeur, mais quand vous dites sur la morale, oui, c'est une bonne idée au sens où on mémorise des choses, mais vous venez de le dire pour le Petit Chaperon Rouge, la morale n'est pas forcément sympa. Non. Alors que les femmes n'avaient pas ces morales, je vous cite, pudibondes, voire faisaient des contes qui étaient une dénonciation de ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat. Exactement. Donc en gros, Perrault, quand il écrit ses contes, c'est vraiment pour perpétuer, enfin en tout cas, est-ce que c'était pour ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il perpétue une vision vraiment très archaïque des hommes, des femmes, etc. Les femmes, c'était l'inverse, parce qu'à l'époque, en France, par exemple, il y avait des mariages forcés, on n'appelle pas ça quand il s'agit de la France, mais ça n'était que ça, des mariages arrangés, mais donc des mariages forcés. Madame de Villeneuve, quand elle écrit La Belle et la Bête, c'est une diatribe contre les mariages forcés. Et l'histoire n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a retenue dans Disney. En fait, alors déjà, il y a un truc formidable sur le consentement, puisque en fait, la Belle est accueillie par la Bête, qui n'est pas aussi méchante que dans le Disney, parce que dans le Disney, clairement, elle tombe amoureuse d'un type qui est vraiment
atroce, alors que ça se passe très différemment dans le conte de Madame de Villeneuve. C'est plutôt l'inverse. En fait, elle se rend compte que la bête, bien qu'elle soit moche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et qu'elle n'ait pas beaucoup de conversation, eh bien, en réalité, le lien qu'elle a développé au cours de tous ces mois avec elle fait qu'ils ont une relation bien plus étroite et plus intéressante que toutes ses sœurs qui se sont mariées avec des types choisis parce qu'ils étaient riches et beaux et pas par elle, et qui en fait vivent des mariages très très malheureux. Et elle choisit. Il y a du sentiment. Voilà. Et c'était en fait un conte qui avait pour but de parler du mariage d'amour, qui était insensé à l'époque, et de dire qu'il valait mieux un mariage d'amour qu'un mariage forcé. Et vous nous le dites, la raison pour laquelle vous avez souhaité raconter l'histoire originale de La Belle et la Bête, celle de Madame de Villeneuve, c'est de nous montrer à quel point ce conte a d'abord été l'histoire d'une fille qui dit non. C'est justement tout l'inverse. On continue, on ne va pas pouvoir tous les faire, mais alors il y a Cendrillon, dont j'ai découvert, elle s'appelait comment au départ? Allez, accent allemand, Charlotte de Cocker. Askenpüttel. Askenpüttel, ce qui veut dire, je vous le laisse faire. Cul dans les cendres. Cul dans les cendres. En français aussi, Cendrillon, voilà. Il n'y a pas cul, donc. Il n'y a pas cul. Mais si, parce que alors, en français, elle s'appelle aussi Cul-Cendron. D'accord. Donc voilà, il y a le même, il y a Super. cul aussi. En revanche, vous dites que si Askenpüttel avait donné son nom au prince dès le départ, tout aurait été plus simple et que quand même elle l'aurait épousé. Oui, non, mais parce que alors ce livre, il sert aussi parfois à montrer des trucs un peu débiles dans les contes. On se marre. Parce que donc il y a quand même cette histoire où Cendrillon, elle danse tous les soirs avec le prince et à chaque fois elle se barre avant la fin de la soirée en courant et donc le prince n'arrive pas à la et il ne sait pas qui elle est. Voilà. Alors qu'elle lui aurait donné son 06, c'était plus facile. Mais enfin, ils ont passé la soirée à danser. Ils n'ont pas pu se dire. Et sinon, comment tu t'appelles? Moi, c'est machin et ça. Non, ils n'ont rien dit apparemment. Ouais. Donc voilà, il ne sait pas qui elle est. Et il y a des versions, mais ça vous l'avez dit, des milliers de versions de Cendrillon qui sont disséminées à travers le monde. Là encore, dans les significations cachées, c'est que dans ces versions, la sandale, la chaussure, et vous dites que dès vous avez déjà que la sandale, c'est très très érotique. Et ouais, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, si vous regardez les vases de l'Antiquité, qu'elles soient grecques ou romaines, vous voyez parfois des gens avec des sandales à la main. Et alors ça, c'est vraiment un code pour dire. Enfin, c'est un code érotique. Il y avait vraiment tout un truc autour de la sandale qui était utilisé. Alors déjà pour juste suggérer la nudité, voilà, quand on enlève sa sandale, c'est qu'on va faire l'amour, vraiment. Et puis il y avait des jeux sexuels de claquage de fesses. J'ai le droit de dire ça. Ouais. On a déjà dit cul, on a dit plein de trucs. De claquage de fesses avec des sandales. Et bon, il y a toute une thématique érotique autour de la chaussure en général. C'est un des fétichismes les plus répandus. Je crois que c'est le fétichisme le plus répandu. Et dans le premier Cendrillon qui s'appelait Rhodope à l'époque du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est aussi l'histoire d'une fille qui se met toute nue pour aller se baigner. Voilà. Charlotte, j'ai une dernière question, très rapide. La Reine des Neiges, parce que ça vous en parlez, vous commencez d'ailleurs votre bouquin sur la Reine des Neiges. On va refermer cet entretien avec, parce qu'elle représente à bien des égards un renouveau. C'est quand même un renouveau du conte pour enfants, vous nous le dites, avec à la fois Andersen au 19e, mais aussi un renouveau pour l'univers des princesses Disney aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est un peu moqué de Disney en disant il a rendu tout ça très réac, très patriarcal. Et bon voilà, ça bouge un petit peu en ce moment. Bien sûr, ouais. Disney a vraiment évolué, mais aussi parce que c'est une firme qui se préoccupe de vendre ses dessins animés. L'opinion bouge, elle bouge avec l'opinion. L'opinion bouge et donc elle bouge avec l'opinion. Et c'est vrai que la Reine des Neiges. Elle fait comme Perrault, elle fait du bon marketing. Voilà. Et dans la Reine des Neiges, alors ce qui est amusant, c'est qu'elle a une petite sœur, cette Reine des Neiges, qui elle tombe amoureuse du prince. Et cette petite fille, en fait, elle est tournée en ridicule. Dans la Reine des Neiges, ça montre que il faut pas être dupe des histoires d'amour avec des princes. Donc évidemment Disney a évolué, mais à l'époque de Andersen, déjà c'était un conte très très étrange parce que déjà c'était assez cruel. Et puis la Reine des Neiges, c'était la méchante. C'est ça. Oui. Et puis on peut relire aussi La Petite Sirène, puisqu'on parle d'Andersen. Conte affluent passionnant, histoire d'un suicide, histoire passionnante sur lui aussi. Vous en faites état. On avait accueilli Benjamin Lacombe d'ailleurs, qui a fait une très belle bande dessinée sur, si je me souviens bien, La Petite Sirène. Charlotte, merci beaucoup. Tout sauf charmant, point d'interrogation. Un nouveau regard sur les contes de fées. Ça, c'est le sous-titre. Les illustrations sont de Lucie Luxor. Très bel ouvrage. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Vous restez avec nous? Avec grand plaisir. Chaque semaine, on aura un petit cours particulier autour de la pédagogie. C'est Marie-Olivier qui nous le donne.
Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonne année, puisque l'année commence aujourd'hui sur School TV, la nouvelle année. Nouveau cours particulier, ces voyages dans l'histoire de la pédagogie ou dans l'actualité de la pédagogie. C'est dans son actualité aujourd'hui. Vous nous parlez du projet Bâtisseurs de récits. Oui, Bâtisseurs de récits, c'est un projet imaginé par la ville de Grigny, la cité éducative de Grigny et le Learning Planet Institute. Ce projet, il a été financé par la Fondation Engagement Média pour les jeunes et la Fondation pour l'écriture. Et il a été fait en partenariat avec le British Council. Alors en fait, il a permis à des jeunes de 3e de pouvoir raconter leur propre histoire et aussi de rencontrer des athlètes de haut niveau, des athlètes olympiques et paralympiques pour les interviewer. Et Grigny n'a pas été choisi au hasard. Ça n'a pas été choisi au hasard. En effet, Grigny, c'est cette ville de 27 000 habitants à 30 km au sud de Paris. Ville-monde, comme aime le rappeler son maire, puisqu'elle abrite pas moins de 86 nationalités différentes. Et en fait, c'est aussi Grigny, la ville la plus jeune d'Île-de-France et la plus pauvre de France métropolitaine. Ce qui, bien évidemment, pose un certain nombre de difficultés qui font aussi que Philippe Riot, le maire de Grigny, on le connaît, on l'entend souvent dans les médias. Exactement. Alors en fait, presque la moitié des habitants de Grigny vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça se répercute aussi forcément, cette pauvreté, dans le domaine de l'éducation, avec un taux de réussite au baccalauréat qui atteint péniblement les 25%, alors qu'en France, de manière générale, c'est 96% de réussite, et un élève sur 2 qui décroche du système scolaire sans diplôme à Grigny aussi. Et c'est pas faute de faire des choses à Grigny. Non, Grigny, c'est vraiment une ville qui agit, exactement. Il y a de nombreux efforts qui sont déployés pour aider les enfants et les jeunes. C'est à Grigny, notamment, qu'est née en 2017 la première cité éducative en France. On va rappeler les cités éducatives. Les cités éducatives, ce sont des alliances d'acteurs éducatifs locaux. Donc ça peut être les parents, les enseignants, les collectivités, les associations, qui agissent dans les quartiers prioritaires de la ville pour lutter contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes. Et donc, c'est en 2017 qu'est créée la première cité éducative à Grigny. Aujourd'hui, il y en a 200 sur le territoire national. Initiative pionnière. Parlez-nous donc un peu de ce projet Bâtisseurs de récits qui est né à la cité éducative de Grigny. Oui, alors j'ai eu la chance de participer à ce projet avec la classe de 3e 3 du collège Jean Villard de Grigny et d'assister aussi à la restitution le 20 novembre, le jour de la Journée mondiale de l'enfance. Le projet, il est né d'une idée un peu folle, en fait, c'est de mettre autour d'un projet narratif ensemble les jeunes donc de 3e et des athlètes olympiques et paralympiques, je vous le disais, en cette année de Jeux olympiques 2024 à Paris, évidemment, avec l'idée de contribuer aussi à un héritage culturel de ces Jeux. Écoutez Omar Camara, qui est ingénieur pédagogique en charge de ce projet et qui raconte un peu comment ça se passe. Donc, alors, ça se déroule en 4 étapes. 4 grandes étapes qui se divisent en 8 ateliers. La première étape, c'était écrire son récit. Donc, on a sensibilisé les jeunes aux techniques de storytelling, à comment on crée une histoire inspirante et pleine de rebondissements. On leur a fait découvrir le voyage du héros, donc qui est une méthode scénaristique qu'on retrouve dans pas mal de contes. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était sur les préparer à l'interview. Donc, on leur a aidé à créer un guide d'interview, toujours autour du voyage du héros. Pour parer à toute éventualité, ils ont aussi eu un atelier avec le British Council où ils devaient réaliser une traduction des questions qu'ils avaient pu définir avec moi-même, cette fois-ci en anglais, et dans le même temps apprendre le vocabulaire du sport. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape a consisté à aller en studio, donc à pouvoir enregistrer par podcast son souvenir. Et la dernière étape, elle consistait en interviewant des athlètes avec l'aide au préalable de journalistes qu'on avait fait venir pour aider les jeunes à pouvoir bien cibler leurs questions tout en gardant leur fraîcheur et leur créativité dans les questions qui étaient posées. Donc ça a achevé un peu le projet, le fait qu'ils puissent rencontrer Chirine Boucli et donc de pouvoir interviewer 3 athlètes. Alors justement, Marie, quels athlètes ont été interviewés ? Alors Omar Camara parle de Chirine Boucli, qui est double médaillée olympique de judo au JO de Paris 2024. Ils ont aussi rencontré un athlète paralympique qui a fait de nombreux Jeux paralympiques, Riyad Salem. Cette année, il était dans l'équipe de France de basket. Ils ont aussi rencontré la porte-drapeau du Sénégal à Tokyo en 2021. Et puis, ils ont pu interviewer en public Manisha Talash, cette athlète afghane réfugiée dont le geste lors de la compétition de breakdance à Paris 2024 a marqué les réseaux sociaux et les médias internationaux avec sa cape où elle dit « Libérer les femmes afghanes ».
Ça fait débat parce que c'était un message politique dans une Olympiade. Les athlètes, Marie, dernière question, ils ont donné des conseils particuliers aux jeunes? Alors bien sûr, comme croire en leurs rêves, avoir confiance en eux. Et le 20 novembre à Grigny, je peux vous dire que c'était des profs qui étaient très fiers, très impressionnés par leurs élèves, et puis des élèves qui étaient eux aussi évidemment fiers et épanouis, qui se sont exprimés. Je cite Salah qui dit « Grigny n'est pas toujours représentée comme une belle ville, mais on a fait un truc incroyable. Je suis fière de vous ». Elle s'adresse à ses profs et surtout à ses camarades. Ou encore Adèle, Swan et Creston qui ont dit « Ayez confiance en vous, faites du sport et avec un peu de persévérance, tout est possible à ceux qui croient ». Ah bah voilà, c'est des belles morales de l'histoire, ça, Charlotte. Et puis on est passé par le récit, ça renvoie quand même à l'idée du conte. Bien sûr, du récit. Et des contes qui peuvent nous toucher, quand bien même on les aurait pas lus, parce qu'en vrai, ça reste des histoires qui sont récupérées, et même si on n'a pas lu des contes, elles continuent d'irriguer toutes les fictions aujourd'hui, les contes, les téléfilms de Noël, mais aussi The Substance. Vous savez, le film avec Demi Moore qui est sorti en fin d'année dernière, c'est l'histoire d'une femme qui se regarde dans le miroir et qui a envie de détruire sa jeune rivale. Merci beaucoup Charlotte de Cocker, Tout sauf charmant aux éditions Mango. Merci beaucoup Marie pour le récit de cette super expérience à Grigny. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission à qui je souhaite également une belle, bonne, grande, joyeuse année. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.